Hey, mes paroles Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guaznais m'appellent le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat now, bisouirour. Bilen Bileh. PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, nous sommes avec Dilnur Rayhan. Take a seat, Ego. Bonjour Dilnur. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Tu vas bien? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation, Dilnur. Merci. C'était important de te recevoir. La tradition chez We Hustle veut que tu te présentes en quelques mots. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Oui, moi je suis Dilnur Rayhan. Je suis ouïghour. Et puis, j'enseigne à l'INALCO, les études ouïghours. Et je suis également présidente de l'Institut ouïghour d'Europe. D'accord, très bien. Aujourd'hui, si j'ai voulu te recevoir, c'était pour que tu mettes, tu nous dises, nous, et aux auditeurs même de We Hustle, le combat que tu mènes. Les Ouïghours, pour beaucoup de personnes, ça va peut-être paraître un petit peu abstrait. Est-ce que tu peux nous recontextualiser déjà ce qui se passe au sein de votre pays, au sein de votre région, parce que beaucoup la considèrent comme étant une région. Moi, je veux que tu nous mettes en alerte, que tu nous sensibilises sur ça. Oui. Alors, les Ouïghours, c'est un peuple turcique, turcophone, de l'Asie centrale, majorité musulmane. Et ils vivent, le pays ouïghour s'appelle Turkestan oriental, que la Chine a nommé Xinjiang, qui veut dire nouveau territoire, nouvelle frontière et une nouvelle colonie. Et que les Ouïghours, à l'intérieur du pays ouïghour, ils sont estimés, selon les chiffres chinois, environ 12 millions de population. À l'extérieur, on estime entre 500 000 à 1 million de Ouïghours vivent dans la diaspora. Et les Ouïghours, le pays ouïghour, le Turkestan oriental, c'était une république jusqu'en 1949, où la date à laquelle la Chine communiste a été fondée à Pékin et ensuite a annexé de force le pays ouïghour, le Turkestan oriental. À partir de 1949, donc à partir de cette date-là, la Chine a commencé la colonisation et l'assimilation de la culture ouïghour. Rien que je donne juste un seul exemple, et qu'en 1949, la population chinoise, on en avait des populations chinoises, ils étaient environ 4%, contre 80% des Ouïghours. Et que déjà en 2010, ils étaient au-dessus de 40%. Les Ouïghours, ils étaient tombés à environ 45%. Et donc, depuis 72 ans, donc, il y a une politique de colonisation du pays ouïghour par les Chinois et par des divers moyens et discriminations coloniales que toute personne qui a vécu la colonisation, elle peut comprendre. Et donc, dans un contexte colonial, la population colonisée, elle conteste toujours la colonisation. Aucune population dans ce monde qui est colonisée ne reste pas les bras croisés en accueillant avec la joie les colons. Donc forcément, il y a eu, depuis tout ce temps, il y a eu chaque année, il y a eu des contestations à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective. Tous les 10 ans, par exemple, il y a une grosse contestation collective. Mais à chaque fois, réprimée dans le sang. C'est seulement depuis les années 2000 que, lorsqu'en fait les Ouïghours, ils organisent des grandes contestations et que c'est grâce à l'Internet que le monde extérieur a su. Maintenant, ce qui se passe, c'est depuis 2016-2017, la Chine a radicalisé sa politique de colonisation pour passer à la politique génocidaire afin d'éradiquer la population ouïghour et en finir avec ce problème des rebelles ouïghours. On va y venir
Dilnur. Mais toi, étant plus jeune, tu as grandi dans cette région. Déjà, comment je dois qualifier le pays ou la région? C'est un pays, mais la région, dans le sens où c'est devenu une région autonome, entre guillemets, de la Chine. D'accord, très bien. Donc, le pays, le Turkestan, toi, ta jeunesse, tu as côtoyé des Chinois. Il y avait déjà cette répression-là ou pas du tout? Elle était quand même aseptisée. Moi, j'ai vécu, jusqu'à mon adolescence, j'ai vu très peu de Chinois dans ma ville. Et c'est vraiment l'omniprésence. À l'époque, quand j'étais petite, jusqu'à mon adolescence, que j'ai vécu dans mon pays, et dans ma vie quotidienne, je rencontrais pratiquement pas de Chinois. Ils existaient pratiquement pas. Et des rares fois où des vendeurs ou des repreneurs des bouteilles ou des poubelles, c'était des Chinois. Et que c'était les rares Chinois qu'on voyait. Mais ils étaient plus... Le reste, ils étaient dans l'administration. Donc, étant petits, nous, on n'est pas confrontés à l'administration, donc on ne les voyait pas. Et puis, ils étaient plus installés dans la banlieue, la nouvelle ville construite par ces migrants chinois. Et c'est, la présence, ça s'est renforcé vraiment à partir des années 90, milieu des années 90. Leur présence est quotidienne, on les voit beaucoup plus constamment. Et puis, la discrimination que j'ai vécue, ça a vraiment commencé quand je suis arrivée en Chine. Je suis allée assez tôt, en fait, pour des études supérieures en Chine. Tu ne pouvais pas rester au Turkestan? En Chine, l'éducation, c'est très hiérarchique. C'est-à-dire qu'en fait, selon tes notes. Étant donné que j'avais une très bonne note, particulièrement haute, donc j'ai été envoyée en Chine pour des études supérieures dans les universités chinoises. Et donc, voilà, c'était là que les discriminations avaient commencé. Et puis ensuite, étant donné que moi, je ne suis pas originaire d'une ville, ma ville n'est pas la capitale. Ma ville, c'est la ville, troisième ville du pays ouïghour. Et puis donc, mais dans la capitale, elle était déjà très sinisée. Il y avait les Chinois, ils étaient au-dessus de 80% de la population de la capitale. Donc, moi, j'ai pas fait des études dans la capitale, donc je ne connaissais pas la capitale. Et donc, je suis allée directement pour mes études en Chine intérieure. En Chine intérieure, c'est la Chine propre. Et puis, quand je revenais pour, en train, après les semestres, pour ma ville natale, je devais passer par la capitale. Et c'est à ce moment-là aussi qu'à la capitale, j'ai été tabassée 2 fois, gratuitement, par des Chinois. Et donc, disons que en fait, les agressions, c'était courant et gratuit, souvent. Et puis, et bien entendu, déjà, à partir des années 2000, ça a été extrêmement difficile pour les Ouïghours et que pour porter plainte ou quoi que ce soit, en fait, lorsqu'ils sont agressés ou alors lorsqu'en fait, ils sont confrontés à des fonctionnaires ou à des policiers. Je me permets de te reprendre. Tu disais que tu as été agressé sans aucun motif, pardon, mais c'est pas écrit sur ton front que tu es ouïghour. Mais évidemment que si. Comment? Disons que la majorité des Ouïghours sont... En fait, les Ouïghours, l'Asie centrale, c'est un carrefour de culture. Et les Ouïghours étant intra-asiatiques, physiquement, sont très, très mélangés. En fait, la population de l'Asie centrale, c'est très mélangé en général. Et il y a toute la physiologie, en fait, dans une même population. Donc, chez les Ouïghours aussi, une grande partie, c'est en fait, ils ont des traits assez forts de arabo-turcs. Après, il y a 30-40% de population plus comme moi, en fait, caractéristiques asiatiques. Mais tout de même, c'est fortement, en général, c'est assez centra-asiatique, mélangé. Donc. Et pour les Chinois, on est toujours, de toute façon, même ayant des traits asiatiques, on est toujours repérable facilement. Ok.
d'une part. D'autre part, le jour où j'ai été agressée, j'étais avec une copine qui a beaucoup plus de traits, turcs. On était ensemble. Donc, on a été agressés complètement par un groupe de femmes chinoises. Et puis, qui est encouragé par un groupe d'hommes autour de nous. Donc, en gros, en fait, ils peuvent nous, très facilement repérer. Là, tu côtoyais directement la population chinoise. Ils étaient tous envers toi et envers vous, du moins la communauté du Turkestan, pardon. Ils étaient tous malveillants. Ils étaient tous malveillants, on ne peut pas dire cela. Après, il y a... en fait, la colonisation étant commencée dès les années 50, il y a une génération de colons qui sont déjà installés depuis très longtemps, depuis les années 50. Donc, en fait, ils ont plusieurs générations. Et donc, en fait, il y a cette population parmi lesquelles, en fait, au début, quand ils sont installés, ils étaient, en fait, ils voulaient s'intégrer dans la société ouïghour. Ils ont appris le ouïghour. Souvent, c'était des cadres qui étaient envoyés par Pékin pour diriger la nouvelle colonie. Et c'était des cadres donc en fait chinois qui apprenaient le ouïghour, respectaient la société ouïghour et le coutume ouïghour. Donc en fait, il y a leurs enfants qui sont nés par la suite. Ensuite, en fait, il y a une génération qui sont nés avec nous aussi. Donc c'est les anciens colons. Donc en fait, ils sont plutôt intégrés, disons. Mais par la suite, il y a des nouveaux colons qui arrivent. Ensuite, c'est les nouveaux colons à partir des années 80. En fait, avant, dès les années 70, là, c'était pas du tout d'une génération qui veulent s'intégrer ou apprendre. Donc, ils étaient là pour coloniser. Disons qu'en fait, le comportement des colons est différent selon la durée de leur installation dans le pays ouïghour et leur confrontation aux Ouïghours. Et très bien, Dilnur. Et du coup, toi, tu as poursuivi ton cursus scolaire en Chine. Tu avais déjà l'idée de dénoncer ce qui se passait au sein du pays. Tu t'es dit que pour le faire, il fallait absolument venir en Occident. Ouais, C'était ça l'objectif? Disons que, bien sûr, en fait, quand on est là-bas, on est très peu politisé, ou on n'ose pas d'être politisé. Pour quelle raison? Parce qu'il y a la répression et que toute parole contestataire ouïghour est considérée comme séparatiste. Et depuis les années 2000, toute parole contestataire ouïghour, c'est considéré comme terroriste. Donc, il y a une terreur depuis toujours. Et c'est ce depuis les années 90 notamment. Et ensuite, ça s'est renforcé, accru depuis les années 2000. Et dans ce contexte-là, évidemment, en fait, on ne peut pas se permettre se politiser. Et que il y a notamment, en fait, on a grandi dans un contexte de peur où les parents, ils nous éduquent à se taire, à ne pas contester. Et puis, juste pour donner un exemple, moi j'ai grandi dans une famille où il n'y a pas un seul livre de religion. Il n'y a pas un Coran. Ma mère, moi quand j'ai posé la question pourquoi en fait nous on n'a pas, c'est pas le cas de tous les Ouïghours parce que je vois dans certaines familles il y a les livres religieux, le Coran, etc. Je lui pose la question, ma mère elle disait non en fait on ne croit pas, ils vont ça a été parce que ma mère elle est née, elle a grandi pendant la période les années 70 la 10 ans de terreur chinoise, de terreur d'État, de la grande révolution culturelle prolétaire. Donc ma mère ne voulait absolument pas, d'autant que le père de ma mère a été tué dans cette période-là. Donc ma mère a grandi dans une terreur où elle voulait pas, elle disait qu'elle fait pas confiance. Ça va arriver encore. Ah, c'est terrible tout ça, c'est terrible. Et toi, t'es arrivé en France en quelle année? Je suis arrivée fin 2004. Fin 2004, d'accord. Et comment dire, t'es arrivé diplômé déjà?
Oui, étant donné que moi j'étais allée en Chine intérieure pour des études supérieures très jeune. Je suis allée environ 14-15 ans. Et puis, j'ai fini les études supérieures assez tôt, à 20 ans. Et ensuite, je suis arrivée directement en France. Ouais, D'accord. dans ce contexte-là, effectivement, pourquoi je suis partie à l'étranger, c'est, certes, je ne pouvais pas me politiser, mais étant donné que, notamment depuis que j'ai fait mes études en Chine et que face à des multiples discriminations, et notamment quand j'ai terminé mes études pour trouver un travail dans notre capitale, la capitale ouïghour, pendant toute l'année, j'ai été l'objet de, nombreuses discriminations en raison de mon appartenance ethnique et aussi genrée. Et donc, la discrimination, elle était extrêmement forte et publique et ouverte. Et donc, c'était une discrimination décomplexée envers les Ouïghours, envers les non-chinois. La population non-chinoise, et notamment les femmes. D'accord. Les femmes non-chinoises. Et donc, finalement, je me suis dit, je dois partir à l'étranger faire des études parce que le seul moyen d'obtenir le même poste qu'un collègue chinois, il fallait être 3 fois, 2 fois, au moins 2 fois, 3 fois plus de diplômes que lui pour avoir le même poste. Et bien entendu, sans parler de salaire, parce que les Chinois, pour le même poste, les Chinois, leur salaire, c'est beaucoup plus important que ceux des Ouïghours. Donc, d'accord. Donc, forcément, sous ces conditions-là, tu étais limite contrainte de partir à l'exil. C'est ça. Et que je n'avais pas l'intention de tout à fait revenir m'installer, de travailler là-bas non plus. J'étais partie, étant donné que face à ces multiples discriminations, j'étais venue pour faire du journalisme en France et pour dénoncer le colonialisme chinois. D'accord. Et aujourd'hui, voilà, tu disais qu'il y avait beaucoup de répercussions, que c'était un État répressif. Toi qui prends la parole de manière décomplexée et libérée, t'as pas peur des répercussions là du coup ? Parce que, encore une fois, les Ouïghours, vous êtes très soudés. C'est pas simple de parler et de dénoncer un système. Plusieurs choses que tu viens de dire, plusieurs choses différentes. Il y a, cette situation, c'est une situation coloniale. C'est une situation coloniale. Un pays est colonisé depuis 72 ans. Un pays colonisé par un autre qui se trouve que la deuxième puissance mondiale face à laquelle le monde entier se tait. Et face auquel le monde entier se soumet. Et puis, y compris la France. Et donc, dans cette situation-là, une population, un pays colonisé qui est invisibilisé, qui est devenu, minorité de ce pays colonial. C'est un peu comme, c'est exactement la même chose qu'à l'époque, l'Algérie française, et qu'on a considéré que les Algériens comme des minorités françaises. C'est exactement la même chose, et que, il faut pas oublier, lorsqu'on parle des Ouïghours, on parle de la question ouïghour, c'est, le contexte, c'est colonial. Il y a une colonisation. Donc, dans ce contexte, le pays colonisateur veut en finir avec la rébellion et la contestation des colonisés. Étant donné que les colonisés sont musulmans et que le prétexte le plus utile dans ce monde islamophobe, dans ce contexte international islamophobe, donc c'est la lutte antiterrorisme. Encore une fois, les êtres humains, ils ne sont pas des moutons. Ils contestent. Et que ce n'est pas parce que le pays colonial, il est la deuxième puissance mondiale que les colonisés vont laisser faire. Et tu as soulevé un bon point. Moi, je voudrais qu'on parle de la communauté internationale. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi personne dénonce ? Justement, il y a un contexte international favorable à la Chine. Premièrement, la Chine d'aujourd'hui, c'est la deuxième puissance économique et militaire, et qu'elle intervient désormais volontiers de plus en plus sur la scène politique, y compris dans l'ingérence de politique des autres pays. C'est le cas notamment dans les pays centra-asiatiques, c'est le cas
dans certains pays africains aussi, étant donné que la Chine, elle détient désormais dans certains pays comme Kenya et Tanzanie des infrastructures comme la télévision nationale, etc. Ensuite, le deuxième point favorable pour la Chine dans le contexte international, c'est la lutte antiterrorisme. Au nom de la lutte antiterrorisme lancée par Bush en 2001, et donc la Chine, elle a rejoint depuis 2002 cette lutte antiterrorisme, au nom de laquelle elle, toute une population ouïghour considérée comme potentiel terroriste. Depuis 2002 jusqu'à 2016, pendant 15 ans donc, la Chine a pratiqué une politique qu'on appelle en sociologie la biopolitique. Ça veut dire, en fait, biopolitique, c'est prendre un groupe de population comme dangereux pour le reste de la population du pays, pour la sécurité nationale. Ensuite, dans un premier temps, de les incriminer, de les montrer comme virus. C'est pourquoi on parle de biopolitique, comme des virus. Ensuite, comment faire cette population virus? Il faut les enfermer. Un virus, il faut ségréguer. Il ne faut pas qu'ils infectent le reste de la population. Ensuite, pendant 15 ans, elle a pratiqué cette biopolitique pour incriminer les Ouïghours, pour les chasser partout où ils se trouvent. Et que, donc, en les montrant dangereux pour la population, pour le reste de la population et pour la sécurité nationale. Tu as parlé, du Turkestan, du coup. Économiquement, il représente quoi sur l'échiquier? Voilà pourquoi, en fait, l'une autre raison, mais c'est pas international, c'est national, c'est, raison pourquoi la Chine, elle mène un génocide dans ce pays. Parce que ce pays, le Turkestan oriental représente 1/6 de territoire chinois. La Chine d'aujourd'hui, c'est un pays communiste qui a hérité d'un territoire colonisé, mais qui ne veut pas les décoloniser, ces populations. D'où ces problèmes avec les Tibétains, avec les Mongols, avec les Ouïghours. Ensuite, dans ce contexte-là, juste pour dire la carte de Chine actuelle, c'est les pays colonisés qui ne sont pas chinois représentent 60% de territoire chinois actuel. D'accord. S'ils seront décolonisés, la Chine perd 60% de son territoire. Voilà pourquoi la Chine et les Chinois ne veulent pas entendre parler de leurs droits. Parce que ils considèrent que s'ils leur donnent un peu de droits, ils vont demander l'indépendance par la suite. Ensuite, et que dans ces 60%, en fait, ces pays-là colonisés, ils représentent 60% du territoire chinois actuel, mais représentent seulement 8% de population. 92% de population, c'est des Chinois Han. Et qui ont besoin de terre pour s'installer. Et qui ont besoin de terre agricole pour survivre aussi. Pour vivre aussi. Voilà, ensuite, à part le territoire représente 1/6, le pays ouïghour, le Turkestan oriental, représente 1/6 du territoire chinois, et que c'est l'unité administrative la plus importante, la plus grande de la Chine. Et que le Turkestan oriental, territorialement, il est 3 fois plus grand que la France. Ensuite, en termes de ressources, le pays ouïghour représente, en fait, la ressource, notamment en premier lieu de gaz. Le gaz naturel n'existe pas ailleurs, c'est en pays ouïghour. Ensuite, le pétrole et le charbon. 40% de charbon pour la Chine, et ça vient de pays ouïghour. Ensuite, 84% de coton. Donc, le coton mondial, le pays ouïghour fournit 20% de coton mondial. Et 84% de coton chinois. D'accord. Et puis, finalement, il y a juste un dernier point. En Chine, il y a 169 métaux rares qui sont importants, indispensables pour toutes les hautes technologies et les voitures, etc. Et 138 se trouvent en pays ouïghour. Comment, je veux dire, nous, on voit ici et là, parfois, à tort, clairement, mais on nous montre des attentats qui seraient orchestrés par des Ouïghours.
Est-ce que tu peux nous mettre en alerte sur ça? Parce qu'encore une fois, on nous jette en pâture différentes informations. Parfois, on peut même pas vérifier les sources. Donc, si tu as plus d'éléments à nous donner. Bien entendu, dans un premier lieu, j'invite sur ce sujet le chercheur le plus important dans le monde. C'est un chercheur qui s'appelle Sean Roberts, qui vient de publier, en 2020, a publié un livre important sur cette question-là. Spécifiquement, il est le spécialiste de la question. C'est un sinologue, spécialiste de la Chine et de la question de sécurité en Chine, mais aussi des Ouïghours. Donc, et son livre, ensuite, la question, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à 2001, toute contestation ouïghour a été considérée comme séparatiste. Encore une fois, lorsqu'en fait on vous parle d'attentats, dès qu'on parle des Ouïghours, la première chose vous devez penser, à laquelle vous devez penser, c'est une situation coloniale. Lorsqu'en fait un pays colonisé, encore une fois, on ne va pas rester les bras croisés. Exact. On ne va pas devenir esclaves volontiers des colons. Dans n'importe quelle histoire coloniale, que ce soit en Afrique ou en Asie, il y a eu des contestations de la population et à chaque fois, ça a été réprimé dans le sang par les pays colonialistes et à chaque fois, ils les ont décrits comme terroristes. C'est le cas que ce soit pour la Palestine, que c'est le cas pour les pays africains, c'est le cas également pour l'Algérie, par exemple, en fait, le FLN, qui était en fait une force terroriste aussi, considérée comme terroriste. Donc, encore une fois, et que lorsqu'en fait ces pays-là ils sont devenus indépendants, on n'en parle plus. Et donc, lorsqu'en fait un pays colonisé par un autre pays, il n'y a pas de terrorisme. Parce qu'il y a une contestation. Maintenant, dans le cas ouïghour, il y a 3 attentats que la Chine, non seulement la Chine, mais aussi tous les médias officiels qui montrent, avant de parler des camps, comme s'ils sont en train de justifier les camps de concentration et le génocide, en disant que oui, ça a commencé parce qu'il y a eu 3 attentats. 3 attentats il y a eu, donc en fait, pour moi, c'est totalement de justification de génocide et des camps de concentration de la population du peuple ouïghour. Et qu'est-ce que c'est ces 3 attentats terroristes et 2 dans des villes chinoises, une dans la capitale ouïghour qui s'est passée entre 2013 et 2014, bien avant le lancement de la politique génocidaire, parce que la politique génocidaire est lancée fin 2016, et que les 3 attentats ils ont eu lieu en 2013 et 2014 dans 3 villes différentes, et dans lequel le problème c'est que il y a bien eu ces 3 attentats, mais la Chine l'a attribué aux Ouïghours. Mais comme vous le savez, dans le contexte chinois, il n'y a pas d'enquête. Toute information, accusation est menée uniquement par l'État chinois. Il n'y a pas eu d'enquête indépendante. Il n'y a aucune preuve, surtout. Il n'y a aucune preuve. Sauf qu'en fait, ça n'empêche pas le monde entier, à chaque fois jusqu'à présent, à chaque fois quand ils parlent du génocide ouïghour, ils parlent des camps de concentration ou camps de travail esclavagiste, ils aiment bien, ils n'oublient pas de dire « mais tout a commencé parce qu'il y a eu 3 attentats ». Comme c'est parce qu'il y a eu 3 attentats que la Chine était obligée de répliquer par un génocide. Et puis, lorsqu'en fait on est agressé chez nous, on est colonisé, ou alors en fait des inconnus qui rentrent dans la maison violentés, et que évidemment vous contestez. Et que, sauf qu'en fait la qualification de ces contestations, lorsque vous êtes dominé, vous êtes terroriste. Lorsque vous êtes dominant, eh bien c'est votre lutte antiterrorisme ou alors l'appellation, voilà, la qualification change. Donc, en fait, bien entendu, le contexte est différent. Lorsque vous êtes dominé, de toute façon, votre lutte n'est pas valorisée. Au contraire, et votre lutte pour vos droits
sont bien entendu incriminés. Dans le contexte colonial, je précise, dans le contexte colonial. Et puis, c'est pourquoi, en fait, lorsqu'on parle des Ouïghours, la première chose à savoir, rien que en fait, l'utilisation du terme Xinjiang pour nommer le pays ouïghour, comme je disais tout à l'heure, qui signifie Xinjiang, c'est un terme colonial, donné par un État colonial, qui signifie en chinois nouveau territoire, nouvelle frontière, nouvelle colonie. Et que utiliser ce terme, c'est justifier ou alors contribuer à la justification du colonialisme chinois. Et que aussi, en fait, toute question, lorsqu'on parle des Ouïghours, toute question, ça part de là. La base du problème, c'est colonialisme. Et que dans un contexte colonial, à un moment donné, la politique coloniale se radicalise parce qu'il y a une contestation. Il faut éradiquer la contestation pour avoir le territoire. Et donc, en fait, par des moyens différents. Et les méthodes peuvent évoluer aussi selon le contexte international. Comme maintenant, en fait, la méthode chinoise, c'est la biopolitique, incrimination de toute une population, et aussi, en fait, considérer l'islam comme un virus et les musulmans comme des malades mentaux infectés par ce virus, donc soignés dans ces hôpitaux qui sont des camps de concentration. D'accord. Et d'ailleurs, qui dénonce ces hôpitaux? Je mets bien les guillemets. Hein. Qui les dénonce? Bien entendu, la dénonciation, c'est par la diaspora, d'abord. Ensuite, les ONG. Et ensuite, certains politiques qui ne sont pas corrompus, qui ont encore autre considération, en fait, considération humaine. Et puis, dans le cas de la France, en fait, sur la question ouïghour, avec l'intervention le soutien de Raphaël Glucksmann, le seul politique qui a pris le sujet à cœur, et qu'à l'époque, en 2019, quand il a commencé à collaborer avec moi et que me proposait de travailler avec lui, parce que c'est inadmissible personne ne parle, alors qu'il y a millions de personnes dans les camps de concentration, et que ses collègues et politiques se moquaient de lui. Lorsqu'en fait on a réussi à mobiliser la jeunesse française et que la France est mobilisée sur cette question-là contre le génocide ouïghour, et là encore, il y a eu même certaines personnalités musulmanes même qui se moquaient de notre lutte en disant que c'était à la mode. Vous voyez ? Donc, en fait, on n'est pas fini. Et que, bien entendu, loin de finir. C'est bien de rappeler. Et puis, jusqu'à présent, encore une fois, parmi les politiques, qui soutient ou alors qui fait quelque chose pour les Ouïghours? Pratiquement personne. À part, en fait, je suis extrêmement reconnaissante à tous les députés qui ont voté le 20 janvier dernier à l'Assemblée nationale pour reconnaître les caractères génocidaires des crimes chinois, et que pour lesquels, en fait, le parti de Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul parti qui s'est abstenu. Et que, donc, vous voyez, en fait, jusqu'à présent, le génocide est toujours en cours. Je rappelle aux gens, le génocide est toujours en cours. Djilnur, toi, c'est quoi ton regard sur Liu Xiaobo? Liu Xiaobo fait partie des, prix Nobel de la paix en 2017, je le rappelle. Prix Nobel de la paix, et puis mort dans la prison chinoise, sous la torture, malgré son statut de prix Nobel. Liu Xiaobo fait partie d'un groupe de rares intellectuels qui ont osé à soutenir, qui ont osé à encourager ou alors à proposer de démocratiser la société chinoise, à soulever les questions de droits humains. Et puis aussi, il fait partie aussi de 300 personnalités intellectuelles, avocats et écrivains chinois qui ont soutenu Ilham Tohti, intellectuel ouïghour, universitaire ouïghour, qui est condamné à vie actuellement en prison. Depuis 2014, il est condamné à vie pour avoir soulevé la question de discrimination envers les Ouïghours et les autres
de population non chinoise en Chine. En tout cas, on retiendra bien que c'était un homme brave. Tout à fait. Et pour finir, Dilnur, moi, je voudrais que tu nous parles et tu nous donnes ton ressenti sur la nouvelle, je ne sais pas si c'est le terme le plus propice, mais collaboration entre la Chine et les pays d'Afrique. C'est quoi, toi, ton point de vue par rapport à ça? Parce que on parlait hors caméra, tu me disais plein de choses. Tu me disais qu'ils avaient procédé de la même manière au Turkestan. Est-ce que tu peux nous éclairer, s'il te plaît? En effet, comme je disais tout à l'heure, enfin, comment dire, les pays africains sont les nouvelles Eldorado pour la Chine en termes de ressources, mais aussi de terres occupées. Et puis, en échange, comment dire, la Chine, elle propose des investissements dans les pays africains et que des dettes avec une, comment dire, avec une durée plus longue et avec un taux d'intérêt moins élevé que les dettes occidentales. Tout en portant un discours comme quoi, en fait, comment dire, la Chine n'a jamais colonisé personne. Ça fait rire, puisqu'en fait, la Chine actuelle, comme je vous rappelle encore, que c'est une continuité de colonisation comment dire, des pays voisins comme le Tibet, les Ouïghours et les Mongols, que la Chine ne veut pas décoloniser. Et puis, voilà, la Chine, elle porte comment dire, notamment ce discours de l'Afrique n'a jamais été colonisée par la Chine, donc. Et au contraire, il se victimise en disant qu'en fait, on est tous victimes de colonialisme occidental. Et qu'on va procéder autrement. Nous, on sera amis, on va... voilà. L'investissement sera totalement amical. Sauf qu'en fait, la réalité sur le terrain, c'est tout autre. Tout autre. Et puis, on entend de plus en plus le mécontentement de la population africaine aussi sur la présence chinoise qui devient de plus en plus problématique dans les pays africains, notamment en fait dépouillement notamment la destruction des terres, destruction d'environnement, ensuite la discrimination pareille raciale envers la population locale, la population autochtone. Les pays africains ont besoin d'investissements, ont besoin de fonds pour développer ces infrastructures et pour lequel en fait ils choisissent la Chine parce que c'est encore une fois c'est moins cher et que souvent d'ailleurs en fait soit moins cher, soit en fait entre guillemets gratuit en échange avec autre chose, c'est-à-dire en fait l'occupation de certaines infrastructures ou des mines. Propriété de certaines mines, etc. Et puis dans le cas comme Tanzanie ou le Kenya, ce sont en fait des pays devenus pratiquement totalement dépendants de la Chine économiquement, où en fait les infrastructures sont occupées aussi par la Chine. Et lorsqu'en fait on regarde le cas de certains pays aussi, notamment en fait le Sri Lanka, l'exemple de Sri Lanka par exemple, ou le Tadjikistan, où ils n'ont pas réussi à rendre la dette et ils ont été obligés du coup pour le cas de Tadjikistan de donner une partie de sa terre pour payer la dette, et dans le cas de Sri Lanka de donner en fait finalement son aéroport mais aussi son port principal à la gestion chinoise. Et ensuite lorsqu'en fait je vois le discours chinois porté en fait en Afrique, ça me rappelle le discours chinois au début de leur colonisation du pays ouïghour des années 50 notamment, et qu'ils portaient le même discours en disant qu'en fait ils sont là pour aider, développer, et que pour les locaux et en viennent contre la désertification ou encore pour développer l'industrie, économie, etc., pour améliorer la vie des gens, et en se montrant très respectueux envers le coutume local et en apprenant parfois même la langue ouïghour, etc. D'accord. En tout cas, Dilnur, merci. Au nom de toute l'équipe de We Hustle, nous te remercions vraiment d'avoir fait le déplacement et d'avoir parlé avec le cœur justement de ce génocide qui se passe aux yeux de tous, mais tout le monde fait mine de ne pas voir. Et ça, c'est important. Merci, sincèrement, merci Dilnur. Merci à toi. C'était le tiers pour We Hustle avec Dilnur Rayhan. Merci. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.